Aujourd'hui, il se bat contre la maladie, un cancer diagnostiqué il y a 1 an et qui aurait pu lui faire perdre la voix. Albert Miller, bonsoir. Bonsoir, Paul. D'abord, comment allez-vous? C'est, je pense, la première question qu'on doit vous poser. Ben, je vais très bien. Quand je me retrouve au maquillage, en studio, avec des caméras, et puis vous, je me sens très, très bien. On a dit dans le début de l'émission que je me battais, mais je pense que je me suis battu. Et puis c'est fait. Grâce à des médecins magnifiques, des infirmières et tout un monde dans lequel je viens de vivre depuis presque 1 an, ça va. Je pense que je suis sauvé, puis je vais vivre quelques bonnes années. Il y a donc presque 1 an maintenant, le verdict tombait, le diagnostic assez brutal. Ah oui, 13 ou 14 avril dernier, oui. Et vous l'avez appris de quelle façon? Vous aviez des symptômes? De la façon la plus simple, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours très bien vécu. Je n'ai jamais été malade. Une petite grippe à tous les 2 ans. C'est 45 ans de métier, 44 ans de métier sans avoir sans être entré dans un hôpital comme patient. Et tout à coup, j'ai commencé à avoir des problèmes d'estomac. Ça me faisait mal. Ça, durant quelques mois. Il ne faut pas attendre trop longtemps, surtout dans la soixantaine. Quand on a des symptômes comme ça, j'ai vu tout de suite ma généraliste qui m'a envoyé voir un spécialiste, et puis tout de suite, il m'a dit brutalement comme ça, ben, vous avez très belle tumeur, faut se faire opérer, c'est un cancer, et puis c'est grave, voilà, c'est tout. Donc, 24 heures après, je fermais mon agenda, ce que j'avais jamais fait en 44 ans, je fermais ma vie sociale, et puis ma femme et moi, on décidait, mes enfants aussi, on décidait qu'on allait se battre, voilà. Et quand vous dites brutalement, c'est que le médecin voulait annoncer... Il n'a pas chanté, non. Il n'a pas pris des gants de velours? De velours, non. Il l'a dit simplement. Mais j'aime ça comme ça. Et puis, c'est comme ça que je l'ai pris, et puis je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ça dépend de ce qu'on a vécu. Je savais que ça m'arriverait. Pourquoi vous saviez que... Oh, ben, je savais, parce que un peu de culpabilité, peut-être, je ne sais pas. Je savais qu'un jour, j'aurais quelque chose. C'était impossible. C'était impossible. Tout le monde me disait, ah, t'es fait en métal, tu vas te rendre à 100 ans. Et puis bon, je savais que ça m'arrivait. Ça m'arrivait pas, tant mieux, mais je savais que c'était pas grave, en tout cas. Je me disais, si ça m'arrive, on y verra. Parce que quand vous êtes dit, j'ai vécu d'une certaine façon, j'aurais un prix à payer peut-être pour ça? On pense peut-être un petit peu à ça. Par Oui. contre, j'ai vu de jeunes personnes depuis ce temps-là qui ont eu la même chose que moi, et puis ils n'avaient pas vécu ce que j'ai vécu. Donc, vous savez, c'est pas toujours vrai d'être un peu coupable. C'est juste que je m'en suis pas refait. J'ai eu peur, et je me suis dit, allons-y. Bon, j'ai eu mes périodes un peu suicidaires. On est tous un peu suicidaires jeunes. On passe par des crises d'adolescence pour des raisons que je comprends, qu'on comprend. C'est pas drôle de passer de l'enfance à la vie adulte. Ça fait mal des fois, et on a envie de disparaître. Et puis après ça, ben, quand on décide de vivre, On vit. On vit. Et puis, c'est intéressant de vivre. Alors, quand on est malade, qu'on décide de se guérir, je pense que c'est parce qu'on veut vivre encore, il faut y aller. Est-ce que le médecin vous a vraiment donné l'heure juste? Est-ce qu'il vous a dit, si vous vous battez, il y a tel traitement que ça implique, et vous avez donc un espoir de Absolument. survie? Oui. Tout le temps. J'ai eu mes décisions à prendre. Quelle décision? Richard Rattel, qui est mon chirurgien, a été très correct avec moi. Je l'ai vu 24 heures après que je l'ai su que j'avais un cancer. Et il m'a dit, ben voilà, il y a donc ça à faire, ça à faire, ça à faire. Lui-même avait consulté des amis, avait consulté des confrères, des consoeurs, et il m'a dit, vous devez aussi décider, vous, quelle avenue vous voulez prendre. On a décidé ensemble. C'est un cancer de l'œsophage. Oui, de l'œsophage. Donc, et puis le cancer était dans l'œsophage. Donc, c'était pas comme certains de mes amis qui nous ont quittés l'an dernier. Je pense à Luc Durand, qui en quelques mois est parti avec un cancer, je pense, du cerveau. Des affaires épouvantables. Jean-Louis Millette qui est parti, on a tous le même âge, hein, tous nés en 35. Tout ce monde-là est mort dans l'année, et certains pendant que j'étais malade. Alors, je suis dans les chanceux. Et donc, pour revenir à mon médecin, c'est des décisions qu'on prend. Il fallait passer par toutes les thérapies avant d'arriver à l'opération, qui me faisait peur. Ça me faisait peur. C'était l'opération, qu'on touche à mon corps. La chimiothérapie, non? Ça vous faisait pas peur? Non. C'était un traitement. Oui. Ça m'a fait peur quand je l'ai subi, là, c'est effrayant. C'est terrible. C'est un poison qu'on vous injecte. Alors, donc, on devient, hein, tout le monde qui passe par là, qui est passé ou qui va passer, faut du courage. Faut du courage. On maigrit, on a des problèmes de bouche, des cheveux, certains, tout ça. Et radiothérapie également? Radiothérapie, oui. Mais tout ça pour préparer, ça m'a aidé. Ça a aidé à ce que l'opération
ce sera un peu plus facile, je pense. Ça a diminué la tumeur, je pense. C'est ce qui vous faisait le plus peur? L'opération, oui, Oui. avec raison. Oui, 5-6 heures sur une table, bon, oui, on vous ouvre et puis ils sont partis avec le morceau, ils sont partis avec l'œsophage, avec le cancer, et puis après ça, ben, il fallait que je recommence. Quand le lendemain, le surlendemain, je pense aux soins intensifs avec mes 14 tubes et puis mon masque, on m'a pris, puis qu'on m'a assis dans une chaise en me disant « il faut bouger le plus vite possible ». J'ai été très heureux. Je pense que je ne savais pas ce que c'était que m'asseoir sur une chaise. J'avais l'impression de recommencer une autre vie, et ça, c'est formidable. Et toute cette période avant l'opération, sur le plan moral, bon, il y a d'abord l'annonce de la maladie, le choc qui est évidemment très brutal, de décider avec votre conjoint, vos enfants, de combattre, de suivre les recommandations de votre médecin. Oui. Est-ce que dans tout ça, il y a des moments de désespoir? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites « je m'en sortirai pas », là? Je vais être très franc avec vous, non, je n'ai pas eu de désespoir. Non, non, je me suis dit, on va y aller, puis ça va être la survie. J'étais sûr que je survivrais, que je passerais à travers ça. Est-ce que le médecin était aussi sûr que vous? Il était assez sûr. Il m'a dit, c'est un genre d'opération, il y a 1% de danger. À part ça, en général, ça réussit. C'est une opération qu'on appelle un pull-up. C'est-à-dire, on enlève l'œsophage et l'estomac prend la place. L'estomac est un organe absolument merveilleux, qui est malléable, tout ça. Alors, c'est l'estomac qui commence ici maintenant. Et puis, quand je mange, ben, je commence à digérer un peu plus tôt. Quand on pense à vous, on pense à votre voix, bien sûr. Est-ce que vous avez eu vraiment peur de perdre la voix? J'ai eu peur un peu, oui. J'ai peur un peu parce que le docteur aussi, d'ailleurs, parce qu'on coupe ici, hein, pour aller... Bon, alors il m'a dit, je suis dans une région un peu délicate, je suis très près du larynx. Alors, le larynx, ben, c'est notre violoncelle, hein, c'est là que tout se passe. Remarquez que dans le métier de théâtre, il n'y a pas que la voix qui compte. On peut faire une mise en scène très bien sans voix. On peut... Non, mais vous avez une voix tellement marquante, bien, vous savez. C'est bien, ça a été ma marque de commerce. On était tout près, il était tout près. Vous me faites penser, là, ça revient. Ce matin, j'étais en enregistrement, j'ai commencé à travailler un tout petit peu. Je me presse pas trop, mais ça fait tellement plaisir de revenir. J'ai commencé il y a 2 semaines à revenir un peu dans le milieu. Et puis, j'ai fait un enregistrement ce midi avec Alexandre Stanquet. J'ai collaboré à un disque pour la jeunesse. Et puis, il était content. Il m'a dit, bon, c'est revenu. Je l'ai dans l'oreille. Puis, c'est un garçon pour qui je travaille souvent, donc il connaît ma voix. Il était très heureux. Le matin, le midi, c'est jusqu'au début de l'après-midi, ça va bien. Parce qu'après ça, c'est plus difficile? Je fatigue un peu plus vite. Oui. Et je ne l'ai pas travaillé beaucoup encore. Là, ma femme m'invite à ce que je la travaille, à ce que je fasse mes exercices de pause de voix que j'ai fait toute ma vie. Toute ma vie, avant de jouer, j'ai ouvert ma voix, comme les chanteurs. Alors, il faut ouvrir sa voix. Il ne faut pas commencer à chanter ou à parler sur une voix endormie. Il faut faire des exercices, il faut la réveiller doucement. C'est comme quand on fait du jogging, on ne se met pas à courir comme ça. On fait quelques exercices de réchauffement. On va s'arrêter pour une courte pause, si vous permettez. Et au retour, nous poursuivons avec notre invité ce soir, Albert Miller. Albert Miller, vous avez dit tantôt, quand les résultats des examens sont arrivés, j'ai fermé mon agenda et j'ai focusé finalement sur le combat que j'avais à livrer. Là, maintenant, c'est terminé. Vous êtes en convalescence. Vous retournez progressivement dans le milieu, comme on dit. Vous avez raconté un peu une anecdote. En sortant de l'hôpital, je pense que vous avez pris un taxi. Il y a quelqu'un qui vous a un peu comme ramené à la réalité. Ça, c'est tout à fait récemment. Oui. Là, j'ai recommencé à engraisser un petit peu. C'est pour ça que j'ai plus d'énergie. J'ai pris un taxi récemment. Et puis, c'était un monsieur de 45 ans, enfin, mon ancien public. Et puis, à brûle pour point comme ça, il dit « Mon Dieu Seigneur, vous avez bien maigri d'Iberville. » J'ai trouvé ça tellement sympathique, tout de suite, d'emblée. Il me connaissait, il se souvenait de moi, parce que mon public de d'Iberville, là, le Courrier du Roi d'Iberville, ces spectacles-là, ces séries-là, c'est tous les gens 45 maintenant, 40, dans la quarantaine. Et comment vous avez réagi quand il vous a lancé je trouvais cette ça phrase? sympathique comme Oui. tout. Je trouvais ça tout à fait sympathique. Je trouvais ça chouette. J'ai expliqué rapidement ce qui se passait. Mais, alors, c'est bien. Non, c'est sympathique. Ça. Vous avez été fort discret durant toute cette période-là. Oui, écoutez, non, faut pas... Non, j'étais pas très en lumière de toute façon. Et puis, j'avais rien. Si j'avais eu... Bon, je devais jouer au théâtre, tout ça. Bon, ça a été annulé. Non, il n'y a pas lieu de faire beaucoup de chichi avec ça.
Ça s'est su doucement, et puis tranquillement, les camarades ont commencé à m'écrire, et puis j'ai eu beaucoup de correspondance. Ça m'a occupé beaucoup, la correspondance, et je me suis mis à lire. Alors là, heureusement que j'avais le courage de lire, et ça, c'est extraordinaire, parce que j'ai passé ma vie à apprendre des rôles. Et quand j'apprenais mes rôles, je me disais, quel beau livre je pourrais lire. Mais on me disait, apprendre un rôle, c'est lire le même livre 3 fois. Inquiète-toi pas. C'est formidable, parce qu'on apprend aussi à jouer ce qu'on joue et à apprendre ce qu'on joue par cœur. Mais là, n'ayant pas de par cœur à faire depuis quelques années, surtout là, ma maladie, je me suis mis à lire et là, j'ai un plaisir à la lecture extraordinaire. Du roman historique, toutes sortes de choses. Est-ce que ça a changé votre façon de voir la vie? Votre approche de la vie? Non, je pense que j'ai une bonne réputation, un bon vivant, et je pense que je suis un bon vivant. J'ai eu mes périodes noires, mes petites périodes dépressives comme tout le monde, mais j'ai toujours considéré que j'avais eu dans la vie une bonne part, ma bonne part, assez chanceux. J'ai toujours traité en ami avec la vie. Elle m'a apporté beaucoup, j'ai donné beaucoup. Tellement que j'ai jamais eu l'impression de travailler, moi. Tellement j'ai aimé faire ce que j'ai fait, et Dieu sait si j'ai travaillé. Et non, je suis resté comme ça. Je suis resté confiant et pas un moment de hargne ou de... Et maintenant, vous regardez la vie de façon différente, peut-être, ou pas? Différente, pas différente. C'est-à-dire que les choses qui font mal ou les petits malheurs qu'on peut avoir, qu'ils soient psychologiques ou qu'ils soient physiques, ne m'intéressent absolument plus. La seule chose qui m'intéresse, c'est que je suis en vie. Et je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable d'être en vie, si je pense déjà à tous mes camarades qui ont mon âge, 65 ans, et qui sont déjà partis. Et je trouve ça formidable d'être en vie après avoir passé une très grande difficulté physique qui était réglée, je pense bien, momentanément, par tous ces gens qui m'ont aidé, ces médecins, et ces gens en qui j'ai confiance. Je n'ai confiance qu'en la médecine classique. Je l'ai prouvé. Vous n'avez pas été attiré par la médecine alternative, par des concoctions? Absolument pas. Je Non. respecte ceux qui choisissent ça. Moi, j'ai toujours été médecine classique. J'ai toujours eu un médecin généraliste qui m'a surveillé depuis l'âge de 30 quelques années, en me disant que j'avais tellement un cœur en bonne place et puis un rythme cardiaque tellement extraordinaire qu'il voulait me montrer à ses étudiants à l'Université de Montréal. Alors, et puis maintenant, j'ai une généraliste qui prend soin de moi et puis elle me trouve en général un petit peu, des petites affaires de rien, et puis ça se règle avec un peu de médicaments, et c'est tout. Et je ne connaissais pas ce que c'était que la maladie. Et à partir du moment où ça m'est arrivé, classique. Il faut un chirurgien, on va rencontrer un chirurgien, on va se faire opérer. Il a été formidable, ce M. Rattel. Vous avez déjà dit, un comédien ne prend jamais sa retraite. Ben non, on n'a pas cette notion-là. Et est-ce que ça veut dire, parce que là, vous avez dit, j'ai commencé à faire de la narration, est-ce qu'un jour, vous avez l'intention de remonter sur scène, de retourner dans le métier de comédien? Pas seulement l'intention, il faut. Vous allez le faire? Ah ben oui, il faut, absolument. Ça, c'est le métier de base. Et puis, comme je dis toujours, il y a toujours un rôle qui s'écrit pour une vieille dame indigne ou un vieux monsieur de 95 ans. Et j'ai joué, il y a quelques années, 2-3 ans, au Nouveau Monde avec Huguette Toligny, cette comédienne merveilleuse qui a joué les plus beaux rôles et tout ça. Elle jouait un tout petit rôle de 3 répliques, mais elle était la première arrivée au théâtre et la dernière à partir. Elle s'occupait de tout le monde, elle était absolument ravie. Elle était bien mieux sur scène avec nous et ses 3 petites répliques que d'être dans son appartement à se morfondre. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a toujours un rôle pour une vieille personne. Et ça, c'est formidable. Donc, autant les jouer, ne pas laisser un jeune comédien jouer à notre âge en se maquillant. Faut avoir le courage d'avoir son âge. Alors, vous allez cogner vous allez cogner aux portes, vous allez vouloir toujours être présent sur scène. J'ai jamais cogné aux portes, du coup, mais... j'étais assez chanceux dans ma vie, mais je dois dire qu'en ce moment, oui, j'envoie des petites lettres, des petits mots pour dire, vous êtes intéressé à mon état de santé, je vous dis que je vais de mieux en mieux, et puis que je songe sérieusement, pour peut-être en 2002, remonter sur scène ou faire une mise en scène. Oui, oui, bien sûr, je m'annonce, je le dis, et ça se répand. En ce moment, non. Je me rends compte en ce moment ce qu'il faut comme énergie pour être sur scène. On avait comparé M. Duceppe, dans le temps qu'il jouait beaucoup, à un joueur de hockey, et on trouvait que M. Duceppe pompait plus qu'un joueur de hockey, dépensait plus d'énergie qu'un joueur de hockey, parce que les autres, ils sortent à tous les 3 minutes, hein. Alors que nous, on sort pas. On sort pas. On reste sur la patinoire pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de temps, et ça prend de l'énergie. Je vais attendre d'être un petit peu plus en forme, mais c'est sûr que j'y retourne. Ah ben oui. Vous avez besoin de ça pour vivre? Oh, peut-être pas pour vivre, mais pour donner tout son sens à ma vie, oui, bien sûr.
Je suis allé au théâtre, j'essaie d'aller au théâtre de plus en plus, et puis je suis pas jaloux, mais je trouve ça tellement extraordinaire, des acteurs qui jouent, il y a une salle qui marche avec eux. Êtes-vous nostalgique de l'époque des grands classiques à la télévision, des grands téléthéâtres? Êtes-vous, on n'en voit pratiquement plus. Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est évident. Je reste extrêmement nostalgique. Je crois qu'il ne fallait pas tout faire disparaître comme ça. Je pense que les Anglais nous donnent une leçon. Ils sont passés quand même par le film ou par le film télé pour nous présenter encore de belles œuvres, mais qui sont rajeunies, un peu repensées, et qui, je pense à des Shakespeare qu'on nous présente encore à la télévision, qui viennent d'Angleterre ou qui sont au cinéma, qui sont absolument magnifiques et qui sont auxquels ont accès des jeunes qui ne voient jamais ces choses-là. Parce que si on n'est pas exposé à ces choses-là, il nous manque beaucoup dans la vie. On s'arrête pour une pause. Et au retour, nos questions en rafale pour Albert Miller. Déjà? Oui. Alors, on y va tout de suite avec nos questions en rafale. Première question, vous avez expérimenté le système de santé québécois. Qu'est-ce que vous en pensez? À moi, je trouve qu'ils font pitié par moments, mais je n'ai pas un mot à dire. Moi, on a très bien pris soin de moi. Pas parce que je suis Albert Miller. Parce que ça s'est bien passé. Vous n'avez pas eu de traitement particulier ou un traitement? Absolument pas. Non. Absolument pas. J'ai suivi mon tour comme tout le monde, et puis, sauf que l'urgence de mon affaire, à un moment donné, a fait que je passais peut-être avant d'autres, mais j'ai toujours transporté 1 ou 2 livres avec moi pour aider ma patience. On vous a aussi identifié à la fameuse publicité de Clorette. Oui. J'espère que financièrement, ça a été bon pour vous. Absolument. Et puis, j'ai eu aussi New Look. J'ai eu de très bons clients, si on peut dire, dans le domaine commercial, que j'ai toujours respecté et que j'ai essayé de bien faire. Et ces gens-là, oui, bien sûr, m'ont toujours magnifiquement traité et ça m'a aidé énormément. En tout cas, les commerciaux m'ont permis, à l'âge de 40 quelques années, d'avoir une maison de campagne, ce que je n'avais jamais eu. On a vu au début de l'émission, en 80, vous étiez affiché dans le camp du oui. Est-ce que vos convictions politiques... Je suis un libéral depuis... Je suis très jeune, je suis même pas un Québec dans le Canada, sauf qu'avec M. Lévesque, j'ai eu un coup de cœur péquiste. C'est pour ça que vous me voyez porter ma pancarte. J'ai eu quelques années, le premier référendum, je me suis dit, ce serait formidable de voir si les Québécois disaient oui, qu'est-ce qui arriverait au Canada? Mais j'ai jamais été vraiment un vrai séparatiste. Au contraire, je trouve qu'on a trouvé nos voies à l'intérieur du Canada, puis il faut rester là. Je trouve ça très important. Vous avez travaillé en anglais, en français. Est-ce qu'il y a une grande différence entre le public anglophone et le public francophone? Pas entre les publics. Non. Non, il y a une grande différence entre les approches. J'ai travaillé beaucoup à Stratford, en anglais. J'ai travaillé à Toronto. J'ai dirigé, j'ai joué. J'étais aux États-Unis aussi. Les approches sont très différentes. Si je compare les acteurs que j'ai eus au Texas, par exemple, à ceux que j'ai eus à Toronto ou à Montréal, là, il y a beaucoup de différences dans les approches. Mais un public est un public, c'est-à-dire que quand vous êtes un bon acteur dans un bon texte, et vous faites bien ce que vous avez à faire sur scène, le public, il rit ou il pleure. Ça, c'est sûr. Nous sommes tous des êtres humains, au-delà des langues, des couleurs et tout ça. Votre rôle le plus marquant, celui dont vous êtes le plus fier? Je suis fait le plus... Oh, j'ai tellement joué de très beaux rôles, mais je dis toujours Lorenzaccio parce que je l'ai joué, j'étais jeune, j'étais avec Jean Coutu, j'étais avec Catherine Bégin, on était à l'Orpheum, et puis c'est un rôle de jeune révolutionnaire qui ne réussit pas, bien sûr, son geste, mais Lorenzaccio de Musset, ça c'est un rôle que j'ai adoré. N'oubliez pas que j'ai joué Hamlet aussi, puis j'en ai joué des magnifiques. Salieri, que j'ai aimé beaucoup. Êtes-vous croyant? Non. Non, je crois en la vie. Je crois en la vie. Je pense que nous sommes le résultat d'un hasard absolument extraordinaire. Je ne suis pas croyant, non. Donc vous l'avez jamais été non plus? J'étais jeune, bien sûr, mais très tôt, j'ai mis la religion de côté parce que je trouvais que non, ça n'allait pas du tout avec mon caractère. Et puis, malheureusement, non. J'ai la nostalgie de la foi. J'adore la musique grégorienne. Albert Miller, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée, nous sommes de retour la semaine prochaine. Le Grand Blond reçoit à 22h30 Mario Dumont et la chanteuse Nancy Dumais. Dans un instant, le retour.